Bonjour à tous, c'est Paul Mathieu alias Le Doc et ce soir j'ai envie de vous faire une petite vidéo un peu spéciale en réponse à la vidéo de Julien Vénesson concernant l'accident, la maladie qui est arrivée à sa femme qu'il relate dans sa dernière vidéo qui, je cite, ma femme fait un infarctus à 36 ans. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je suis abonné à sa chaîne, à Julien Vénesson, donc la vidéo est apparue dans mon feed sur YouTube. J'ai regardé la vidéo puisque bien sûr la cardiologie c'est mon domaine et j'ai été intéressé de voir ce qu'il avait à dire concernant sa femme. Une fois que j'ai regardé cette vidéo, il y a quelques petites choses qui m'ont interpellé et qui m'ont gêné en tant que médecin. Alors effectivement, on peut dire oui, le conflit médecine naturelle, médecine conventionnelle, etc. C'est peut-être un peu l'objet de cette vidéo aujourd'hui, les laboratoires pharmaceutiques, le complot, etc. En tout cas, j'ai partagé cette vidéo, enfin ma réaction en story sur Facebook et j'ai eu plusieurs messages, plusieurs millions de messages. Non, je rigole, c'est une blague, non mais des fois on entend ça. Bon, j'ai eu plusieurs messages de personnes qui me demandaient mon avis, assez pour que je me dise finalement ça intéresse peut-être les gens, qu'est-ce que je pense de ça. Et je vais essayer de discuter un petit peu de la vidéo et des différents points, d'autant plus que ça c'est particulièrement mon domaine en tant que interne en cardiologie. La première chose que je tiens à dire concernant cette vidéo, c'est que c'est bien sûr pas une attaque personnelle envers Julien Vénesson ni sa femme, que je leur souhaite bien sûr un bon rétablissement et que tout se passe bien pour la suite. Et donc c'est juste pour discuter cette vidéo et discuter pourquoi à mon avis le message contenu dans la vidéo, dangereux je sais pas, mais en tout cas il est un petit peu dérangeant et je vais expliquer pourquoi en commentant la vidéo. Je vais juste passer les premières 5 minutes de la vidéo où en gros si je fais un résumé, lui et sa femme qui est enceinte sont partis faire une promenade je sais pas où, ils se sont baignés dans un lac avec de l'eau probablement souillée, ils ont eu tous les deux une grosse gastro-entérite et sa femme, lui s'en est remis et sa femme par contre elle a fait d'abord une infection urinaire qui a été traitée par des antibiotiques. Et ensuite, après avoir eu une période de pas franche amélioration, elle a dégradé ses symptômes et c'est à ce moment-là qu'on arrive dans la vidéo. Donc je laisse Julien parler. Et donc ça passait pas, elle n'arrivait pas à se relever. Pardon, excusez-moi pour la mouche. Et puis elle commence à parler de ses symptômes qui sont un peu bizarres, à savoir qu'elle a des difficultés à respirer, elle se sent oppressée au niveau de la cage thoracique, le cœur qui tape et une douleur irradiante depuis la mâchoire jusqu'au bout du bras gauche. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop la médecine ou la santé, pour un médecin, un urgentiste ou quelqu'un qui connaît un petit peu, c'est un symptôme qui est très suggestif d'un infarctus. Donc c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, mais Émilie étant quand même relativement jeune, ça me semblait, puis avec un mode de vie plutôt sain, ça me semblait pas vraiment crédible. Alors, premier commentaire, effectivement, il a tout à fait raison, une douleur dans la poitrine qui irradie dans la mâchoire et dans le bras, ça doit faire penser à une douleur d'infarctus, c'est la douleur typique, la douleur d'Angor, c'est celle qu'on apprend, qui est décrite dans les bouquins, même si souvent c'est une douleur qui est plus atypique, effectivement, ça c'est la douleur typique. Donc si vous regardez la vidéo, vous êtes sûrement jeune, puisque le public de la chaîne est assez jeune, c'est sûr qu'à 20 ans ou à 36 ans, quand on est une femme sans facteur de risque, alors même si sa femme, il le dit un peu après, ou avant, elle l'a déjà fumé, c'est vrai que c'est pas le diagnostic le plus probable. Maintenant, si votre père ou votre mère a 60 ans, fumeur, un peu de diabète, etc., présente ce genre de douleur, il faut tout de suite penser à un infarctus et il ne faut pas attendre. Le petit message que je vais faire passer dans la vidéo, puisque le but c'est de faire un peu de prévention si on peut en profiter, c'est que si ça vous arrive, une douleur dans la poitrine qui vous évoque un infarctus, il ne faut pas aller aux urgences. Et là vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, il ne faut pas aller aux urgences puisque la mortalité de l'infarctus c'est principalement en pré-hospitalier, c'est-à-dire chez soi, les gens meurent d'un arrêt cardiaque puisqu'ils font des troubles du rythme. Donc en fait les gens n'arrivent pas jusqu'aux urgences. Donc si ça vous arrive, vous devez appeler le SAMU, qui vont envoyer une équipe médicalisée, ou en tout cas vous interroger, vous faire parler de vos symptômes, etc. Mais s'ils estiment qu'il y a un risque, que le diagnostic d'infarctus est possible, ils vont envoyer une équipe médicalisée par le SAMU pour vous surveiller, vous scoper, et si vous devez faire un arrêt cardiaque avant d'arriver à l'hôpital sur table de coronarographie pour déboucher l'artère, eh bien vous allez être pris en charge de façon médicale. Donc s'il vous plaît, si l'hôpital le plus proche est à 1 heure et que vous avez des signes, vous, votre famille, avez des signes typiques, n'allez pas aux urgences par votre propre moyen, appelez le SAMU, c'est ce qui est recommandé. Voilà. Fin de la parenthèse, donc bon réflexe, effectivement il faut aller à l'hôpital ou appeler le SAMU, etc. Donc je me suis demandé, ce qui se passait, je me demandais ce qu'elle souhaitait qu'on fasse, et puis finalement on a fini par appeler les urgences. Donc on a les pompiers et les médecins urgentistes qui sont venus, et le médecin urgentiste évidemment a pensé exactement la même chose que moi, donc il lui a fait faire un électrocardiogramme pour voir s'il n'y avait pas une anomalie du rythme qui permet de visualiser justement s'il y a bien un infarctus, et l'électrocardiogramme était normal.
Mais il trouvait ça quand même très bizarre, parce que des symptômes de ce type, ça peut être l'infarctus, et sinon ça peut être souvent plutôt de l'angoisse, une crise d'angoisse, mais Émilie était vraiment pas du tout angoissée. Effectivement, bon, il y a l'infarctus, il y a d'autres diagnostics différentiels, on va en parler après, la myocardite, la péricardite, d'autres diagnostics plus atypiques, etc. Mais effectivement, il faut faire un électrocardiogramme. Bon, on va pas spoiler la vidéo, on avance. Donc, du coup, il décide de nous envoyer aux urgences les plus proches et de faire une prise de sang dont je vais vous parler tout de suite. Mais avant, la petite anecdote, c'est que lorsque le médecin est arrivé, Émilie a fait part de la douleur, après avoir fait l'électrocardiogramme, la première chose qu'on lui a proposé, c'est un médicament antidouleur contre la douleur. Et Émilie, elle n'y avait même pas pensé en fait, parce que c'était pas la préoccupation de soigner la douleur. La préoccupation, c'était de savoir qu'est-ce qui n'allait pas et de soigner éventuellement ce qui n'allait pas. Donc bon, elle n'a pas pris ces médicaments-là. Et donc on est allé aux urgences. Alors, oui et non, effectivement, les médicaments contre la douleur, si on peut éviter, effectivement, il vaut mieux le faire, mais dans certains cas, les médicaments contre la douleur sont quand même importants, notamment en cas de diagnostic ou de suspicion d'infarctus, parce que la douleur entraîne une réaction sympathique qui va augmenter la consommation d'oxygène, qui va accélérer la fréquence cardiaque et donc qui va mettre le cœur, entre guillemets, en gros, ça va fatiguer le cœur. Le fait d'avoir mal, c'est globalement néfaste et assez nocif pour la plupart des maladies. C'est souvent un cercle vicieux, mais notamment dans l'infarctus, il faut soulager la douleur des patients puisque la douleur, qui est souvent intense en cas d'infarctus ou gênante, conduit à de l'angoisse, conduit à d'autres mécanismes qui vont accélérer le cœur, puisque quand on a mal, le cœur s'accélère, c'est une réaction qui est normale, ça va augmenter donc la consommation d'oxygène, les besoins en oxygène, ça va faire qu'on va respirer plus fort, et donc ça peut dégrader la maladie. Donc donner un antalgique, c'est une bonne chose, et en plus c'est ce que souhaitent la plupart du temps les patients. Effectivement, on veut trouver la cause, mais de toute façon, avoir mal ou ne pas avoir mal pendant l'attente, ça ne change finalement rien, à part que l'on est plus confortable. Faire cette fameuse prise de sang. Alors la prise de sang en question... Mais bien sûr, ça peut se discuter et chacun est libre de faire ce qu'il veut là-dessus. S'il y en a qui veulent souffrir, c'est leur problème. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Un bilan électrolytique pour voir un petit peu les minéraux, comme on l'a expliqué qu'on avait eu la diarrhée, les vomissements. Et puis aussi le dosage de la troponine. Donc la troponine, c'est une enzyme qui est libérée dans le sang lorsque les cellules musculaires cardiaques sont endommagées. Et donc c'est une prise de sang qui sert au diagnostic de l'infarctus. Et lorsque l'infirmière... Alors, petite parenthèse, effectivement, il a tout à fait défini ce qu'est la troponine. La troponine, comme il l'a dit, c'est une enzyme qui est présente dans les myocytes, les cellules musculaires cardiaques, et qui se libère en cas d'agression cardiaque. Mais attention, en fait, c'est petite imprécision, c'est que la troponine, elle peut être présente dans le sang dès qu'il y a une agression au niveau du cœur. Le plus souvent, c'est effectivement l'infarctus, mais ça peut être finalement une infection pulmonaire chez quelqu'un qui aurait une maladie cardiaque sous-jacente, ça peut être une myocardite, ça peut être une embolie pulmonaire avec une souffrance pulmonaire d'une autre cause, ça peut être aussi un traumatisme cardiaque, si on se prend un coup de poing ou un accident de la voie publique, on peut avoir la troponine qui s'élève. Bref, c'est en fait, c'est pas l'infarctus qui fait monter la troponine, la troponine monte par la conséquence de l'infarctus, c'est-à-dire que l'artère se bouche et que le cœur souffre parce qu'il n'a plus d'oxygène, il n'a plus de sang qui lui arrive. Donc, effectivement, la troponine alors, sert au diagnostic d'infarctus, oui et non, mais on va dire que oui. L'infirmière est revenue avec les résultats, et la troponine était positive. Donc là, je peux vous dire que on n'a pas rigolé, parce que ça, pour nous, ça voulait dire infarctus. Donc infarctus, à cet âge-là, ça semblait quand même assez incroyable. Et puis en parallèle, il y avait aussi dans la prise de sang une hypokaliémie, c'est-à-dire un manque de potassium. Donc ça, c'était logiquement expliqué par la diarrhée, les vomissements intenses qu'on avait subis. Donc dans cette hôpital... Alors effectivement, l'hypokaliémie, le potassium, on en perd quand on vomit, quand on a la diarrhée, ça c'est normal. Et effectivement, à 36 ans, quand on est une femme, le diagnostic d'infarctus n'est pas le diagnostic le plus probable. Malgré tout, ça peut se voir et dans certains cas, il y a des gens qui font des infarctus très jeunes, notamment les hommes qui fument du cannabis ou qui prennent des drogues, la cocaïne, etc. Ça peut faire thromboser au niveau des artères, donc c'est très délétère, et d'autant plus si vous avez une hérédité coronarienne sous-jacente, que tous les gens dans votre famille sont morts d'infarctus, donc il n'y a pas vraiment d'âge pour faire un infarctus ou pas. Il ne faut pas se dire j'ai 35 ans, donc en fait l'infarctus c'est pas pour moi, c'est que les gens de 60 ans. C'est sûr que c'est plus fréquent à 60 ans, mais à 35 ans, malheureusement, on voit des gens dans les soins intensifs de cardiologie qui font des infarctus. Donc l'âge ne doit pas être... Enfin, l'argument de fréquence ne doit pas être quelque chose qui doit rebuter le diagnostic d'infarctus, d'autant plus si vous êtes patient. Bien sûr, à 18 ans, c'est moins rare, mais ça peut se voir aussi. J'en ai vu un une fois, 18 ans, un infarctus. Il avait une maladie sous-jacente qu'on a découvert à ce moment-là, mais il n'y a pas de règle en médecine et tout peut se voir. Ils ont décidé de nous transférer dans un plus gros hôpital à 1 heure de route, parce qu'ils n'avaient pas de cardiologue, donc il fallait faire un petit peu plus d'examen, de suivi. Donc arrivé dans ce nouvel hôpital, de nouveau des électrocardiogrammes sur Émilie, sur le bébé, donc le bébé allait bien. Sur Émilie, on a vu des petites anomalies du rythme, donc elle a été transférée en service de soins intensifs de cardiologie, donc avec des personnes qui avaient des pathologies plutôt graves.
D'ailleurs, on sait qu'ils n'avaient jamais vu de femme enceinte, donc bon, on était un petit peu, enfin, Émilie était un petit peu le sujet des discussions. C'est vrai que les femmes enceintes, et le cardiologue qui s'est occupé d'elle a refait les prises de sang et a constaté que la troponine continuait de s'élever, donc c'est-à-dire que le cœur était véritablement attaqué. Et puis également, le cardiologue a prescrit un petit bêta-bloquant, parce que dans le cadre d'une attaque comme ça cardiaque, le cœur peut être affaibli et il peut accélérer son rythme pour essayer de compenser la partie qui est un petit peu affaiblie ou endommagée, ce qui pourrait, dans certains cas, peut-être déclencher des troubles du rythme cardiaque. Donc en prenant un bêta-bloquant, on suppose qu'on va limiter l'accélération cardiaque et donc limiter peut-être l'apparition d'un trouble du rythme. Donc ce serait... Effectivement, le bêta-bloquant dans les formes, on va dire, bon, il n'a pas encore dit que c'est une myocardite, en tout cas c'est le diagnostic qui est très probablement suspecté à ce moment-là, que ce soit finalement l'infarctus ou la myocardite. Il faut ralentir la fréquence cardiaque pour diminuer la consommation d'oxygène du myocarde et donc permettre finalement de limiter la souffrance du cœur. Maintenant, ce n'est pas le seul mécanisme, et notamment le bêta-bloquant, en plus de l'effet chronotrope négatif, c'est-à-dire le ralentissement de la fréquence cardiaque, a aussi d'autres effets inotropes négatifs. Il diminue la force de contraction. Pour sans rentrer dans un exposé des médicaments, mais en tout cas, là, il ne parle que de, en gros, une seule partie de l'action des bêta-bloquants. Notamment l'action là qu'on recherche en cas, comme il a dit, sa femme a fait des troubles du rythme qui ont été vus sur la surveillance scopique. Et d'ailleurs, on met les patients en soins intensifs puisque on veut effectivement les traiter, mais en fait, c'est des patients qui nécessitent des soins rapprochés, une surveillance rapprochée, et notamment un monitoring de l'électrocardiogramme en continu, puisque si les patients meurent de troubles du rythme, c'est-à-dire le cœur qui s'emballe, qui fait des troubles du rythme, et finalement les gens meurent de ça, ils font une fibrillation ventriculaire, une asystolie, et ensuite il faut les réanimer, les ressusciter, bref c'est un arrêt cardiaque. Donc on veut surveiller les patients, puisque s'ils s'arrêtent, il faut pouvoir les réanimer immédiatement, c'est de ça que meurent les gens, c'est pour ça que les soins intensifs ont été créés, pour surveiller les infarctus ou toutes les pathologies cardiaques qui nécessitent des soins rapprochés. Donc les bêta-bloquants, pour revenir à eux, ils ralentissent la fréquence cardiaque, mais dans son cas à lui, c'est également l'action qu'on appelle bafmotrope qui diminue l'excitabilité des cellules cardiaques et notamment diminue les troubles du rythme. Donc c'est un médicament qui est également anti-arythmique. Donc là, c'est une vision qui n'est que partielle du problème. Donc les bêta-bloquants, malgré ta connaissance de la pharmacologie, là c'est un peu incomplet. Donc ce traitement, on a décidé de le prendre parce que ça nous semblait cohérent. Mais ce qui est intéressant, c'est que Émilie, j'ai envie de dire un petit peu comme moi, hein, elle essaye de manière générale de prendre le moins de médicaments possible. C'est vrai que quand on est confronté, quand elle a été confrontée à ça, hein, le cœur c'est quand même quelque chose de central. Je dirais même que c'est pas que physique finalement le cœur, il y a aussi les émotions, tout ça. Et donc c'est angoissant, c'est très angoissant. Et même si on a des convictions dans ce genre de moment, on a tendance à accepter un petit peu tout ce qui vient. Et je pense que c'est pas forcément une bonne chose et vous allez voir ensuite pourquoi. Alors c'est ça, moi c'est ça qui me gêne en fait, c'est que finalement, de ce qu'il raconte, bien sûr on n'a pas le dossier sous les yeux, mais sa femme semble avoir été traitée, j'ai envie de dire, de façon standard et de façon ce qui est recommandé. Et la façon dont il présente ça, on a l'impression finalement, c'est un peu, ouais, on accepte n'importe quoi quand on est en fait angoissé, sous-entendu on nous filerait du poison, qu'on prendrait ce poison. Et il dit aussi, oui, on a accepté de prendre ce traitement, alors bien sûr que c'est au patient d'accepter de prendre le médicament, on force jamais un patient à se soigner, on lui propose, on lui explique, et c'est le patient qui a le maître mot, qui a la décision finale de son traitement, ça c'est normal. On est en France, on est dans un pays libre, la santé des gens c'est quelque chose qui les regarde. Bien sûr que chacun là-dessus fait ce qu'il veut. Donc nous, en tant que médecin, on est censé donner au patient une information qu'on dit claire, loyale et appropriée, c'est-à-dire finalement, on doit expliquer au patient pourquoi est-ce qu'il doit prendre le traitement, on doit lui expliquer sa maladie, etc., en des termes qu'il comprend. Adapté donc au niveau de chacun. La personne qui ne comprend pas grand-chose, on va essayer de trouver des termes les plus simples possibles. Par contre, s'il y a un autre médecin qui est hospitalisé, bien sûr que le niveau de la discussion sera un petit peu plus technique, un petit peu plus précis. Mais là, c'est vrai que lui, on a l'impression déjà qu'il remet en question et qu'il dit, moi c'est un peu ce qu'il dit, je suis contre les médicaments. Voilà, le moins de médicaments possible. Et encore une fois, c'est quelque chose de louable. On peut se dire que le but, c'est de pas c'est de pas prendre des médicaments. Mais bien sûr qu'il y a des cas où les médicaments doivent être pris parce qu'ils sont, j'ai envie de dire, indispensables. Quand on a une maladie qui est grave, il faut prendre des médicaments pour nous soigner. Et il ne faut pas penser que les médicaments qu'on va nous donner sont du poison. Et effectivement, on peut dire oui, les médicaments ont des effets secondaires et tout ça. C'est vrai dans le sens où une substance qui est active a forcément des effets sur le corps et donc il peut y avoir des effets qu'on dit indésirables. Mais en fait les seuls médicaments, les seules choses qui n'ont aucun effet secondaire, c'est l'eau, et encore, mais c'est ce qui n'agit pas. Donc quand on vous dit
telle substance, tel complément alimentaire n'a aucun effet secondaire, en fait, soit c'est faux, c'est qu'il en a, mais qui sont extrêmement rares, soit c'est que c'est du pipi de chat quand on... Bon, je ne vais pas citer le nom de la technique, mais voilà, bon, je vais pas faire dévier la vidéo, mais en tout cas, quand on vous dit quelque chose n'a absolument aucun effet secondaire, le plus probable, c'est que ça ne marche pas, parce qu'en fait, c'est du vent ce qu'on vous donne. Donc là, effectivement, on accepte n'importe quoi, mais effectivement, en tant que médecin, quand on doit soigner des patients, on a beaucoup de choses à faire, on doit soigner des patients, on doit gérer des défaillances, c'est déjà un gros travail. Donc si en plus on doit lutter contre les patients qui pensent qu'on leur ment, et c'est pour ça que ça conduit à des refus de soins, et des gens qui ne prennent pas les médicaments, et on voit des gens parfois dans les chambres qui ne prennent pas les médicaments parce qu'ils n'ont pas envie, enfin, on ne peut pas surveiller tous les gens. Qu'ils ne prennent pas les traitements, c'est pourquoi pas, mais le problème c'est qu'ensuite les choses vont souvent se compliquer, enfin heureusement pas tout le temps, mais souvent c'est possible, et ensuite on ne sait plus finalement très bien ce qu'on doit faire, est-ce qu'il a pris le traitement, est-ce qu'il ne l'a pas pris. Donc ça peut compliquer la prise en charge, et donc des fois la maladie en elle-même est déjà assez difficile à gérer, pour que si en plus il faille se battre finalement avec le patient pour essayer de le convaincre de se soigner, ça devient encore plus compliqué. Bon, on va avancer un petit peu. Donc toujours est-il qu'elle est restée en observation pendant plusieurs jours, la troponine au départ a continué à monter pendant plusieurs jours, et puis finalement elle a fini par redescendre progressivement. Alors les valeurs qui ont été atteintes n'étaient pas non plus astronomiques, c'était plutôt positif, mais néanmoins significatif. Donc a priori le diagnostic vers lequel on s'est orienté à l'hôpital, c'est ce qu'on appelle une myocardite infectieuse, c'est-à-dire une inflammation du myocarde, du muscle cardiaque, consécutivement à cette gastro-entérite. Alors on ne sait pas exactement si c'est un virus, une bactérie ou ce qu'il en est, mais toujours est-il qu'on sait qu'il y a certains virus, certaines bactéries qui peuvent aller jusqu'à provoquer de l'inflammation, à attaquer le cœur. C'est rare, surtout pour une gastro, mais ça arrive. Et donc, il n'y a pas grand chose à faire, à part attendre que ça passe, et puis faire un suivi quand même cardiovasculaire avec le temps pour voir s'il n'y a pas un reste d'inflammation, si le cœur n'a pas été trop endommagé, ou ce genre de choses. Donc on est sorti de l'hôpital, et Émilie a eu une prescription de bêta-bloquant sur la durée. Alors effectivement, la myocardite, pour ceux qui se posent la question, donc là l'infarctus a été éliminé. La myocardite, c'est le diagnostic différentiel principal. La myocardite, donc le myocarde, c'est le muscle cardiaque. Et quand on dit myocarde, c'est voilà, le muscle, et it, le suffixe it, ça signifie inflammation. Donc là, c'est une inflammation du muscle cardiaque. Et cette myocardite a différentes causes possibles. Notamment, comme il le dit, le plus fréquent, ça reste les myocardites qu'on dit infectieuses, c'est-à-dire le plus souvent post-virales, c'est-à-dire qu'on a eu une infection, un rhume, une gastro, etc. Et le virus va aller à un moment ou à un autre, pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes, se loger au niveau du cœur et donc créer les symptômes. En gros, le virus va attaquer soit par le virus directement, soit par une réaction immunitaire qui va survenir, attaquer le muscle cardiaque, et donc il y a une paroi du cœur, une portion plus ou moins étendue qui va ne plus se contracter, et ça va donc endommager les conséquences que l'on voit. La douleur, c'est l'inflammation, et parfois c'est une maladie qui peut être très grave. Apparemment lui ça s'est bien terminé et c'est tant mieux, mais malheureusement c'est une pathologie qui peut être très grave. Il y a ce qu'on appelle des myocardites fulminantes, où les patients arrivent dans un tableau un petit peu comme ça, où c'est un peu je suis pas bien mais j'ai pas encore de défaillance, et ces patients peuvent s'aggraver très vite et notamment aller jusqu'à mourir parce que le cœur peut complètement s'arrêter de fonctionner. Et malheureusement ça arrive, et même chez des gens jeunes. J'avais eu une patiente de 45 ans qui était rentrée sur ses deux jambes un petit peu fatiguée, et tout au long de la nuit elle s'est dégradée sur une myocardite fulminante. Elle était en plus accompagnée de sa fille de 18 ans, donc c'était un petit peu délicat à gérer parce que la fille était extrêmement angoissée, et à juste titre, et à force de dégradation, la patiente ne répondait pas au traitement, et il a fallu l'assister en urgence, c'est-à-dire mettre un système pour suppléer le cœur et en fait assurer la pompe, donc la circulation sanguine grâce à une machine externe. Donc ça peut être extrêmement grave, et la réponse, l'évolution de la maladie est imprévisible. C'est encore une fois pour ça qu'il faut surveiller dans les soins intensifs et de façon très rapprochée. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire qu'effectivement donc le plus fréquent c'est viral, et que heureusement dans la plupart du temps l'évolution est favorable. Il n'y a pas de séquelles, la maladie régresse en quelques semaines à quelques mois, et les patients ensuite au long cours vont bien. Mais il y a quand même quelques cas où c'est extrêmement grave et où les patients vont garder des séquelles. Après, il y a d'autres causes, et il va en discuter après, c'est les maladies auto-immunes. Et je crois me souvenir, et il me semble que c'est pour ça qu'il a fait son livre sur la sclérose en plaques, que sa femme, comme il le dit après, a un terrain auto-immun. Donc il y a parfois des réactions immunitaires, et là on ne sait pas très bien finalement, comme il dit. Et le plus souvent, on ne le sait pas. Pour avoir le diagnostic de certitude, et encore, c'est souvent mis en défaut, c'est d'aller prélever un bout
de muscles cardiaques par une biopsie. Alors les gens, on ne sait pas, on n'ouvre pas la poitrine pour aller récupérer, on passe par les vaisseaux et avec l'aide d'une petite pince, on prélève un petit fragment de en gros 1 à 2 mm et on l'envoie se faire découper au laboratoire pour regarder, faire des colorations, etc., etc. Bon, toujours est-il que la plupart du temps, ce n'est pas indiqué de le faire parce que de toute façon, ça ne change rien à la prise en charge et donc dans ce cas-là, on conclut la plupart du temps à viral. Et voilà. Là où je voulais en venir par rapport au bêta-bloquant et à la prescription médicale en général, c'est que... Donc, et juste pour finir, et donc il nous dit à la fin, juste pour résumer, pour que vous suiviez, que le cardiologue qui l'a pris en charge, elle lui a laissé des bêta-bloquants sur l'ordonnance de sortie, donc passer la phase où elle était en surveillance, qui a duré, si je comprends bien, 3, 4, 5 jours au maximum, et donc elle a des bêta-bloquants à la sortie. Et c'est là où il commence à remettre en question finalement l'ordonnance, encore une fois on va en discuter. Ça passe, et puis faire un suivi quand même cardiovasculaire avec le temps pour voir s'il n'y a pas un reste d'inflammation, si le cœur n'a pas été trop endommagé, ou ce genre de choses. Donc on est sorti de l'hôpital, et Émilie a eu une prescription de bêta-bloquant sur la durée. Et là où je voulais en venir par rapport au bêta-bloquant et à la prescription médicale en général, c'est que autant il nous semblait parfaitement utile et justifié de prendre ce médicament-là pendant la phase aiguë de la maladie, où on était tous un petit peu perdus, que ce soit moi, Émilie ou les médecins, parce qu'on ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. D'ailleurs, finalement, on l'a pas exactement compris, parce qu'il y a aussi d'autres hypothèses qui pourraient expliquer la chose. À un moment donné, on a un petit peu évoqué aussi peut-être une attaque auto-immune du muscle cardiaque. Et toujours est-il qu'une fois la phase aiguë terminée, eh bien, la question de la prise de ce médicament s'est posée. Et c'est vrai que Émilie, elle, étant très angoissée légitimement par ce problème, avait plutôt tendance à continuer de prendre religieusement ce médicament. Mais ce qu'il faut savoir, et dont on n'est pas forcément toujours bien informé, parce que même les notices le disent, mais c'est pas forcément aussi apparent, il y a des effets secondaires évidemment pour ces médicaments. Mais en l'occurrence, un bêta-bloquant, chez quelqu'un qui n'a pas de problème, on va dire, mécanique ou réel et durable au niveau du cœur, même chez tout le monde d'ailleurs, peut provoquer des effets secondaires au niveau cardiaque et notamment faire apparaître des troubles du rythme, comme par exemple ce qu'on appelle un bloc auriculo-ventriculaire, c'est-à-dire un défaut de conduction entre les oreillettes et les ventricules. Alors, par où est-ce qu'on commence dans cette longue tirade? Donc je résume, sa femme sort avec des bêta-bloquants au long cours, ils discutent, ils réfléchissent, ils disent voilà, le bêta-bloquant, bon, ça permet d'éviter l'apparition de troubles du rythme par ralentissement de la fréquence cardiaque, en gros elle va mieux, elle a plus mal, voilà, on nous dit que ça va aller, elle prend son traitement, mais je lis la notice, déjà la question qui se pose c'est est-ce que c'est indiqué? Parce qu'en fait en réfléchissant il se dit c'est pas indiqué parce que là ça va mieux, on a passé la phase aiguë, moi ça me paraît pas nécessaire, je vois plus l'intérêt de prendre ce traitement, ça peut se discuter, je dis pas qu'il faut être aveuglé, on peut réfléchir, mais il faut quand même se poser la question, est-ce que j'en sais plus que la personne qui me le prescrit? Si oui, bah pas de problème, on peut, ok, gérez-vous vous-même. Si non, bah pourquoi remettre en question? Et là, ce qui est sous-jacent, c'est la personne qui me l'a prescrit, soit en gros elle me ment, soit de façon consciente, c'est-à-dire le médecin est un charlatan, soit de façon inconsciente, les médecins sont en gros aux ordres des laboratoires pharmaceutiques, consciemment ou inconsciemment, puisque parfois on entend c'est oui, vous êtes vendu, vous êtes à la solde des laboratoires pharmaceutiques, même sans le savoir, et en gros, voilà, toutes vos recommandations, etc., ça se base sur rien du tout, vive la médecine naturelle et tout. J'ai rien contre la médecine naturelle, mais il y a des situations où il ne faut pas plaisanter avec la santé. Et plaisanter, je ne dis pas qu'on plaisante avec la médecine naturelle, ça a bien sûr des indications, mais il y a des cas où malheureusement, toutes les plantes du monde ne peuvent pas guérir les patients, sinon ça se saurait. Franchement, si on pouvait guérir les gens avec des plantes, les réanimations, les services de soins intensifs, la transplantation cardiaque et tout, pourquoi ne pas le faire avec des plantes? Donc la médecine naturelle a des indications, mais dans les cas sérieux, malheureusement ou heureusement, on a inventé les médicaments. Il y a des médecins, il y a des chercheurs, il y a des biologistes, il y a des pharmacologistes, il y a tout ce que vous voulez qui se sont battus depuis plusieurs siècles pour faire améliorer les thérapeutiques, améliorer les interventions chirurgicales, etc., etc. Et finalement, parfois, on entend un retour en arrière le plus complet en se disant oui, mais la médecine chinoise, ça a 5000 ans, sous-entendu, le fait que ce soit millénaire, c'est plus performant. Mais je vous rappelle qu'avant, les gens, ils mouraient de plein de choses. Ils avaient une infection, ils mouraient. Ils avaient une appendicite, ils mouraient. Enfin, il ne faut pas penser que les gens, avant, ils vivaient tous centenaires et l'espérance de vie n'était pas élevée. Je vous le rappelle quand même que là, on a une espérance de vie. Alors après, on peut argumenter, oui, mais l'espérance de vie sans incapacité, etc., etc. Personnellement, je n'ai pas les chiffres, je ne sais pas, mais je vois quand même qu'on fait des choses franchement extraordinaires à l'hôpital. Et je pense que les gens, s'il y a 100 ans, ils voyaient ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on peut guérir, ils préféreraient tous vivre actuellement avec une médecine qui est quand même beaucoup plus performante. Mais après, pourquoi pas, on peut douter.
Mais je veux juste mettre en garde que si vous doutez, c'est votre choix, pourquoi pas, enfin j'impose rien à personne, mais je dis juste mon point de vue et pourquoi parfois ça peut conduire à des raisonnements erronés, comme dans ce cas-là. Donc le bêta-bloquant, il décide de ne pas le prendre parce que donc, ça ne lui paraît pas indispensable, et il avance le fait que la maladie, en gros, il dit, et c'est là, il le dit, hein, si vous rembobinez, il dit c'est pour les gens qui ont un problème cardiaque durable, évolutif ou chronique. Et c'est là où il a quand même une vision qui est très partielle du problème. Là, en gros, on lui dit les troponines redescendent, l'inflammation redescend, et effectivement, l'inflammation redescend, mais il faut bien penser qu'il y a une paroi du cœur qui a été agressée. Je ne sais pas les détails, hein, parfois, enfin, ça se trouve, il y avait peut-être rien, mais s'il y a une paroi qui a été agressée, après une agression, il y a une persistance finalement de l'agression. C'est comme quand on se blesse, on se fait une coupure. Très bien, il y a une phase aiguë, on peut appeler, où ça saigne, où c'est très rouge, c'est très douloureux, on a mal, et puis finalement la cicatrice va commencer à se former. Mais c'est là où c'est important, c'est qu'il y a une cicatrice. Il y a une cicatrice qui est la marque qu'il y a eu une agression. Donc dans son cas à lui, après la zone qui a été inflammatoire, il y a une cicatrice, et cette cicatrice, et c'est là où je pense qu'il n'a pas la notion, c'est que la cicatrice peut occasionner des troubles du rythme et que finalement les gens peuvent ensuite faire des troubles du rythme graves et mourir sur une cicatrice d'une inflammation. Les gens qui ont un infarctus, une fois que la zone est morte, en gros, je vais faire un parallèle. Quand vous faites un infarctus, vous bouchez une artère. Pendant 12 à 24 heures, là, le muscle cardiaque est en souffrance. Au bout de 24 heures, le muscle est mort. C'est-à-dire qu'il ne peut plus être récupéré, schématiquement. Pourtant, on pourrait se dire, au bout de 24 heures, finalement, le risque est écarté. Il n'y a plus de trouble du rythme, puisqu'il n'y a plus de paroi qui est vivante. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça, puisqu'ensuite, il y a une cicatrice fibreuse au niveau du cœur, et ça peut déclencher des troubles du rythme. Ce sont des foyers qui vont déclencher des troubles du rythme. Donc finalement, en ne prenant pas le bêta-bloquant qui est un anti-arythmique, eh bien, on va déjà risquer d'avoir des troubles du rythme sur cette zone qui a été agressée le temps qu'elle récupère complètement. Et la récupération, on ne sait pas très bien, ça peut être quelques semaines, quelques mois, quelques années. En tout cas, il y a un risque de trouble du rythme. Deuxième chose sur laquelle je reviens, c'est qu'en gros, il ouvre la notice et il dit « Ouais, il y a des effets indésirables. » Oui, puisque le bêta-bloquant, c'est un médicament qui est actif. C'est pas de l'eau, c'est pas du sucre, c'est un médicament qui est actif. Et donc, il a forcément des effets indésirables qui, heureusement, sont rares, certains plus que d'autres, mais la fatigue, c'est le plus fréquent. L'hypotension, c'est pas un effet indésirable, c'est le mécanisme du médicament, c'est un effet qui est finalement attendu. Et il nous parle des troubles de conduction. Alors il dit troubles du rythme, c'est des troubles de conduction entre l'oreillette et le ventricule. Il dit ça peut faire des blocs auriculo-ventriculaires. Alors il faut savoir que c'est vrai, mais que c'est heureusement extrêmement rare. En tout cas, quand on met en balance la balance bénéfice-risque, c'est-à-dire le bénéfice de prendre le médicament versus le risque d'avoir un bloc auriculo-ventriculaire, c'est extrêmement rare. Et notamment les blocs auriculo-ventriculaires surviennent de façon quasi majoritaire chez des gens qui ont des prédispositions, notamment les vieux qui ont déjà des troubles de conduction sous-jacents. En gros, le plus souvent, ça démasque un trouble de conduction sous-jacent. Donc heureusement, ça n'arrive pas très fréquemment. Mais en fait, ça, on ne peut pas le remettre en question, et je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir ou qu'il ne faut pas poser la question au médecin, mais c'est pour ça que l'automédication, c'est quelque chose de dangereux, parce qu'en fait, on n'a pas les compétences pour raisonner, c'est un moment, si on fait 10 ans d'études, plus 4 ans, 5 ans de spécialité, c'est pour apprendre son métier. Et apprendre son métier, ça ne veut pas dire juste lire des articles, ça veut dire aussi soigner des gens, voir des choses, voir ce qui se passe. C'est-à-dire voir des infarctus, voir des myocardites, voir des gens qui vont mourir dans les services, voir des gens qui vont finir assistés, transplantés. Et c'est comme ça qu'on apprend, c'est en voyant des gens, en diagnostiquant. En fait, on ne peut pas faire de la médecine en apprenant juste les livres. La médecine, à un moment, il faut voir des patients et il faut les traiter, il faut se confronter à eux. Donc, c'est pas en lisant une notice ou en ayant lu quelques articles qu'on peut arriver à savoir ce qui est bon ou pas bon et à quelle fréquence surviennent les choses, qu'est-ce qu'on voit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur les notices mais qui ne surviennent jamais. Les notices, je le rappelle, c'est-à-dire que dès que dans une étude, pour mettre sur le marché un médicament, il y a un effet secondaire qui survient sur la population test, cet effet secondaire va forcément être marqué comme étant potentiellement causé par le médicament. C'est une sécurité que prennent les laboratoires pour justement éviter les procès, parce que si ensuite il y a un effet secondaire qui est non décrit, ça cause toute une cascade d'événements indésirables. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, je transpire parce qu'il fait chaud, j'ai fermé la fenêtre pour pas gueuler pour les voisins. Je pense que quand vous allez voir la vidéo, je vais être sec au début et à la fin je vais être tout trempé parce qu'il fait chaud, on est à Paris, c'est canicule. J'ai mis une chemise, bon bref. Donc
malheureusement, je pense que c'est un raisonnement erroné. Je dis pas qu'il doit prendre le bêta-bloquant, il fait ce qu'il veut, mais je pense qu'à un moment, si ça a été prescrit, au lieu de l'arrêter lui-même, il aurait dû rediscuter avec le cardiologue pour que le cardiologue, au vu de la lumière du dossier de sa femme, juge avec lui si oui ou non il fallait le prendre ou pas. Bon, je vais pas blablater là-dessus pendant 150 ans, mais c'est juste pour vous dire un petit peu, je pense, des choses qu'il n'a pas vues. Et encore une fois, son discours, enfin, j'ai rien contre Julien Vénesson, il fait des articles super intéressants et tout, mais je pense qu'il a il est un peu trop dichotomique, genre tout ce qui est médicaments c'est mal et tout ce qui est médecine naturelle c'est bien. Et quand on en revient juste à l'aspect financier des laboratoires, bien sûr les laboratoires ont envie de faire de l'argent. Les laboratoires c'est pas l'église, c'est pas les... Bref, et même l'église des fois elle fait de l'argent quand elle va faire la quête. Bref, donc les laboratoires veulent faire de l'argent. C'est pour ça qu'il y a le rôle de personnes, de lois qui imposent d'avoir des tests, etc., etc. Donc des pouvoirs de contre-régulation. Mais oui, le but du laboratoire, c'est de faire de l'argent. Mais il faut ensuite rester critique, que ce soit le médecin, les agences de sécurité du médicament, les pharmacies, les patients. Tout le monde doit rester un petit peu critique, mais il y a un équilibre à trouver entre je prends tout ce qu'on me donne et je ne prends rien du tout. Et bon, voilà. En tout cas, essayez plutôt de vous référer à quelqu'un qui a la connaissance et qui sait de quoi il parle. Et si vous pensez que le médecin n'est pas bon, demandez un deuxième avis, mais je veux dire, il faut pas arrêter les médicaments, parce que c'est comme ça qu'après, après un infarctus, des fois on voit des gens, ils arrêtent l'aspirine et les antiagrégants, ils bouchent leur stent et ils reviennent 3 jours plus tard à l'hôpital pour avoir bouché leur stent. Ah oui, mais je pensais que c'était pas bien de prendre le médicament, ou j'ai lu sur internet que ce médicament c'était dangereux. Franchement, ça peut causer à des catastrophes. Mais bon, après, moi je vous le dis, chacun, encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est des conséquences importantes pour la santé. Donc moi, il m'a semblé que à ce moment-là, une fois la phase aiguë finie, c'était plus nécessaire de prendre ce traitement. Ce qui est intéressant, c'est que cette réflexion sur les traitements médicaux, savoir si on doit prendre un traitement ou pas, on peut et on doit, je crois, se la poser très souvent. Parce que finalement, aujourd'hui... On doit se la poser. Bien sûr qu'il faut se poser la question, est-ce que ce qu'on m'a dit, c'est cohérent? Mais je ne vais pas revenir sur toute la discussion que j'ai faite. Il faut faire attention, parce que... à un moment, pour réfléchir, il faut des connaissances. Déjà, on n'est jamais objectif pour soi-même ou pour ses proches. Donc, en plus, sans avoir de connaissances, quand en fait Julien nous dit il faut que vous réfléchissiez à ce qui est bon pour vous, malheureusement c'est pas le cas, puisque comment on peut réfléchir en ne maîtrisant pas tous les tenants et les aboutissants? Les patients, il faut être honnête, ils ne connaissent pas la maladie, ils ne connaissent pas les traitements, donc à partir d'inconnus, comment est-ce qu'on peut prendre une décision qui est valable? Julien, il a peut-être des connaissances, mais encore une fois des connaissances qui sont partielles. Il n'a jamais fait de cardiologie. Même s'il sait des choses, il n'a pas vu de patients, il n'a pas soigné de patients qui avaient des maladies cardiaques, donc c'est un peu délicat de gérer ça. Le lobbying, voilà, les industriels, le besoin, les convictions personnelles de certains médecins, même qui ont des positions au niveau des autorités de santé, qui pensent que... Mais encore une fois, le lobbying, il y en a, mais il faut juste, je pense, pas penser que c'est un complot. Je pense que c'est le terme de complot pharmaceutique qui est gênant. Le lobbying, il y en a, bien sûr que les laboratoires, ils ont envie de vendre, et ça, je vous l'ai dit juste avant, donc il faut rester vigilant, et il ne faut pas se laisser entourlouper. Mais le complot, je pense que quand même, on est loin. Mais je dis pas qu'il n'y a pas eu de scandale, hein. Attends, le Mediator et tout ça, bien sûr, c'est des scandales sanitaires. Et des scandales, il y en a eu, il y en aura, mais malgré tout, je pense qu'il faut essayer de se détacher des scandales, et des scandales, il y en a partout, il y en a en politique, il y en a... mais il faut pas voir, je pense, le mal partout. Il faut faire comme si, les industriels qui poussent à faire comme ça, le médecin qui lui peut penser à faire autrement, et le patient, ça devient très compliqué de savoir exactement ce qu'il faut faire. Alors il y a évidemment des maladies, des pathologies pour lesquelles les choses sont très claires. Il y a ce qu'on appelle des guidelines qui montrent que dans tous les cas, c'est bien de faire comme ci ou comme ça, mais c'est pas toujours le cas. Alors dans les guidelines, effectivement, en cardiologie, on a des guidelines qui sont donc des recommandations qui sont très bien faites de la part des sociétés savantes qui nous disent, en fait ils analysent toutes les études qui sont passées, c'est un comité de gens experts du sujet, qui vont analyser toutes les publications qui ont été faites sur le sujet et qui vont justement dire voilà, ça c'est recommandé, ça c'est pas recommandé. Maintenant, attention, c'est pas dans tous les cas, c'est toujours adapté aux patients. Il y a quand même des cas où il faut sortir des recommandations. Mais les recommandations, c'est sûr que pour 95 à 90, j'en sais rien, 98%, ça va être ce qu'il faut faire et ce qui est recommandé. En tout cas, en termes de population générale, c'est ce qui marche le mieux. Et dans les guidelines, ça ne dit pas il faut faire ci, il faut faire ça. Ça dit il faut faire ci avec tel degré de, entre guillemets, conviction. En gros, ça, c'est recommandé. Ça, les experts ne sont pas tous d'accord entre eux, il y a des débats. Ça, c'est plutôt oui, ça, c'est plutôt non. Mais ça donne déjà des espèces de trames. Sinon, effectivement, les gens, comme il le dit, les médecins, bref, chacun fait un peu à sa sauce. Donc les guidelines, ça permet d'avoir une espèce de pensée structurée pour tout le monde qui a fait ses preuves
par les données de la science. Et après, bien sûr, on peut toujours, avec la théorie du complot, dire oui, bah, les études, elles sont remises en question parce que voilà, c'est financé par le laboratoire. Bon, ça, c'est le sujet, franchement, d'une autre vidéo, mais on peut toujours trouver la petite bête partout. Et très souvent, même pour des maladies comme le cancer ou pour d'autres problèmes, les choses ne sont pas si claires. Il y a une réflexion à mener. D'ailleurs, les médecins entre eux peuvent se réunir pour décider quelle est la meilleure stratégie à adopter. Mais bah oui, ça s'appelle les staffs et c'est comment on peut dire ça, les staffs, les réunions entre médecins et parfois entre plusieurs spécialistes. C'est ce qui garantit finalement une prise en charge d'une bonne médecine. Sinon, ce serait dogmatique, ce serait Dieu tout-puissant, un médecin qui dit on fait ci, on fait ci, on fait ça et qui aurait finalement le pouvoir de vie ou de mort. Les staffs, ça permet de discuter et que chaque médecin expose son point de vue, qu'on expose des arguments, oui, mais dans tel cas on peut faire ci, et attention, il y a telle étude qui a montré ça, et au final on prend tous une décision. Donc bah, les staffs, ça ne veut pas dire que finalement qu'on n'en sait rien et que c'est un petit bonheur la chance, ça dit justement que non, on discute tous, qu'on exprime tous nos convictions et qu'à la fin on fait une espèce de synthèse pour dire qu'est-ce qu'on pense qui est bien pour ce patient. Nous ne sommes que des hommes et nous pouvons nous tromper. Et aussi, nous avons le droit, en tant que patient, de choisir ce que l'on veut faire ou ne pas faire. Évidemment, il faut essayer d'avoir une certaine raison, de ne pas refuser bêtement un traitement qui est proposé, mais c'est bien de se renseigner avant de le prendre, surtout au long cours. Ouais, et ça, il a tout à fait raison. Ça, je peux que lui dire des vrais. Juste pour revenir sur les recommandations, il y a quand même, je tiens à le signaler, des recommandations sur la myocardite. Alors, c'est pas stricto sensu des guidelines, mais c'est un rapport sur l'état de la science dans les myocardites. Donc, ça dit en gros la place des traitements, ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait, les étiologies, etc. En gros, un petit manuel de prise en charge des myocardites. Et donc ça, c'est une réflexion plus générale qu'on s'est faite parce que on pense toujours que la médecine fait les choses au mieux pour nous, et c'est vrai que c'est son ambition, mais elle n'y arrive pas toujours malheureusement parce qu'il y a des variables, et ces variables, voilà, c'est donc effectivement les magouilles ou les variables humaines qui font l'imprécision de la chose. Comme quoi la santé, ça n'est pas toujours si simple. Mais en tout cas, aujourd'hui, Émilie va beaucoup mieux, elle se remet doucement de ce problème, donc comme je vous le disais, elle aura un suivi à venir avec le temps, mais pour l'instant tout va bien. Et ça a été quelque chose pour nous, c'est pour ça que je voulais vous le raconter. Et puis, portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis vite. Donc voilà, bon, tant mieux, heureusement, je suis content que ça se passe bien pour elle et pour vous deux. Après, c'est ça qui me gêne, c'est qu'il conclut en disant il y a les magouilles, il y a ceci, cela. Bon, donc vous ferez ce que vous voulez de cette vidéo. C'était une petite vidéo pour discuter un peu, en commenter cette vidéo, parce que les gens m'ont beaucoup posé la question, qu'est-ce que t'en penses, voilà. Donc je pense que j'expose mon point de vue en commentaire à la réaction de Julien, qui, encore une fois, à la fin, il conclut en disant le patient fait ce qu'il veut, tout à fait, mais ça peut être problématique et voilà. Je vais quand même faire une petite réponse aux commentaires que je vais lire, puisqu'il y a quand même des commentaires qui sont des perles. Alors là, ce sera peut-être le bêtisier de la vidéo, mais je vous propose de lire avec moi les commentaires. Alors, le premier commentaire que je vais souligner, c'est celui de Alfred le chimiste. Donc, apparemment, lui aussi a eu une péricardite. Il s'est rendu aux urgences, il raconte son expérience. Et à la fin, il conclut en gros, il cherche à savoir pourquoi est-ce qu'il a fait une péricardite. Alors, péricardite et myocardite, c'est pas tout à fait la même chose. Mais la péricardite, c'est le cousin de la myocardite avec une inflammation du feuillet autour du cœur. Mais c'est à peu près la même chose. Les causes sont globalement les mêmes. Et donc, il cherche à savoir pourquoi est-ce qu'il a fait une péricardite. J'ai vraiment harcelé le cardiologue de l'hôpital pour savoir quel virus m'avait attaqué le cœur. Et il m'a répondu texto, faut compter 50 € par test pour chaque virus, alors on préfère traiter à large spectre et c'est moins cher. J'ai jamais cherché à comprendre plus sur la médecine. Sous-entendu, ouais, la médecine, elle cherche pas, etc. Alors, il faut savoir que dans une péricardite virale ou une myocardite virale, on ne cherche pas effectivement le virus parce que en fait, ça ne change rien. C'est-à-dire que de savoir quel virus, de toute façon, on ne traite pas le virus. C'est une réaction en rapport avec le virus, mais ce n'est pas le virus directement le plus souvent. Et traiter le virus, ça ne sert à rien. On traite les symptômes. Donc, effectivement, on ne fait pas des tests qui sont chers quand ils sont inutiles, puisque la sécurité sociale elle est déjà en déficit. Les traitements coûtent de plus en plus cher parce qu'il y a de plus en plus de traitements disponibles et des traitements de pointe. C'est ça aussi qu'il faut voir. C'est pas que la médecine coûte cher, c'est-à-dire qu'on progresse tellement en médecine que bah oui, forcément ça coûte cher. Parce que c'est des techniques de pointe et l'innovation coûte cher. Votre iPhone X, il coûte 1200 €. Et ben voilà, la médecine c'est pareil. Quand tu as une machine qui coûte la peau des fesses pour te soigner, bah oui, forcément, à un moment, il faut la payer. Et quand on paye ça à tout le monde, bah ça fait des grosses dépenses de santé. Et donc, bah on essaie d'éviter quand même au maximum les dépenses qui sont inutiles. Et donc, les virus, il y en a une tartine comme ça. Il y a peut-être 50 virus, donc je te laisse faire le calcul, 50 x 50, pour quelque chose qui de toute façon n'aboutira pas du tout.
Donc voilà pourquoi on ne fait pas de recherche de virus, ou sauf dans certains cas très particuliers. Ça c'est toujours Alfred le chimiste qui apparemment en sait plus que son cardiologue, puisque il raconte après, il dit oui, ensuite j'ai fait un bilan de palpitation, etc. On m'a trouvé une très légère fuite mitrale. Le cardiologue me dit que cette fuite n'est pas due à ma péricardite que j'ai eue il y a longtemps, mais bon, moi je suis certain que tout est lié. Alors, non, c'est pas lié, une fuite mitrale minime, c'est le plus souvent physiologique, c'est-à-dire qu'il y a une toute petite micro-fuite qui est négligeable, et c'est bénin, j'ai envie de dire, c'est physiologique, il y en a beaucoup qui en ont, j'en ai une si ça vous intéresse, toute petite, mais en fait c'est même pas une maladie, c'est rien du tout, c'est quelque chose qu'il faut même pas surveiller. Donc ça n'a aucun lien avec la péricardite, c'est pas situé au même endroit du cœur, et donc, mais bon, après lui il nous dit il sait mieux que tout le monde. Donc voilà pourquoi savoir mieux que tout le monde, en fait, c'est dangereux, parce qu'on peut avoir des convictions, et on peut avoir des convictions qui sont en fait fausses. Et donc si on s'en persuade, on peut être amené à faire n'importe quoi. Là, ça n'a aucune conséquence, mais c'est juste pour dire que parfois, c'est gênant. Et alors là, on a la perle de la perle. Il y a Amprital qui nous dit « Personnellement, je préfère à m'en remettre à plusieurs millions d'années d'évolution et d'adaptation du corps humain sans influence intellectuelle négative, plutôt qu'à quelques siècles de capitalisme. Donc par principe de précaution, je ne prends aucun médicament. Mais je comprends que le soit existant. » Donc en gros, le gars, il dit « Si on est arrivé jusque-là, l'être humain il a survécu pendant plusieurs millions d'années, donc les médicaments... c'est stupide. Et j'en prends pas parce que c'est délétère et ça a été inventé par le capitalisme. » Alors, il mélange tout, c'est pas le capitalisme qui a inventé les médicaments, c'est quand même les médecins, les chimistes et les pharmaciens, les biologistes. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? En gros, le mec, il va dire « Moi, je refuse de me faire opérer parce qu'il y a plusieurs millions d'années, l'homme de Cro-Magnon, il se faisait pas opérer et puis il était en parfaite santé. » Ouais, il était en parfaite santé jusqu'à ce qu'il meure à 20 ans, ou alors qu'il se fasse bouffer par un ours sauvage ou un tigre ou un tyrannosaure, je sais pas. Bref, ça c'est... franchement, ce genre de commentaires... Mais le pire, c'est que ces gens-là, on les voit à l'hôpital, c'est extrêmement difficile. Mais bon, ça c'est un autre sujet, je pense que la vidéo elle fait déjà 45 minutes. Bon, toujours est-il que j'espère que vous aurez eu un autre point de vue que la vidéo de Julien Vénesson sur ce sujet. Voilà, ça prête à discussion, je pense que les commentaires pourront être assez animés, mais je vous invite à partager votre avis, et encore une fois, sans méchanceté, sans violence, restez objectif, c'est une discussion, c'est une discussion, je pense qu'on est restés tous courtois. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Cher Fitness pour des vidéos sponsorisées par l'industrie pharmaceutique. Non, je rigole, parce qu'après on va se faire... Bref, allez à bientôt et salut.